Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Alors que l'euro démarre, la fête est gâchée par le conflit social. La fin se profile à la SNCF, mais les pilotes d'Air France se mettent en grève et le mouvement se durcit dans le secteur des déchets. Le gouvernement dénonce une guérilla syndicale. François Hollande et Manuel Valls s'engagent à tout faire pour assurer le bon fonctionnement de la compétition. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, est prête à recevoir Philippe Martinez, le leader de la CGT. Alors comment sortir du conflit? La France est-elle irréformable? La montée en force de Xinjiang, numéro 1 de l'hôtellerie chinois dans le capital d'Accord, préoccupe l'État français. Les achats chinois ont doublé en Europe en moins de 6 mois. Alors faut-il redouter cette accélération des conquêtes chinoises? Face à ces offensives, l'Europe est-elle démunie? Enfin, une première victoire judiciaire retentissante pour Jérôme Kerviel. La Société Générale est condamnée à verser 455 000 € à l'ancien trader. Une décision du Conseil des prud'hommes qui condamne la Banque française pour avoir licencié Jérôme Kerviel sans cause réelle ni sérieuse. Une décision scandaleuse, affirme l'avocat de la banque qui fait appel. On en parle tout de suite avec mes invités. Natacha Valla est avec moi, bonjour. Bonjour. Fellow économiste à l'École de l'économie de Paris. John Palassin, bonjour. Vous êtes conseiller régional et ancien conseiller d'Arnaud Montebourg. Et puis Philippe Chalmin, bonjour. Bonjour. Économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine, directeur du rapport Cyclope, le fameux rapport annuel sur les marchés mondiaux qui vient de sortir. Alors, la fin se profile à la SNCF, mais il y a un durcissement de la grève dans le secteur des déchets et les pilotes d'Air France démarrent la leur. Et pourtant, 1 million d'étrangers sont attendus pour assister au match de l'Euro. François Hollande et Manuel Valls s'engagent à tout faire pour assurer le bon fonctionnement de la compétition. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, est prête à recevoir, dit-elle, Philippe Martinez, le leader de la CGT. Alors, comment sortir du conflit? Je vous propose d'écouter quelques réactions et on en débat ensuite. Petite terrasse, imaginez quelqu'un en train de manger et les rats qui sortent des poubelles. Ça fait pas plaisir quand même. Hein. C'est un manque de solidarité tout à fait condamnable et irresponsable, surtout en période touristique et surtout à la veille de l'euro. C'est le gouvernement qui a fait le choix de placer ces négociations-là juste avant l'euro, en misant sur le fait qu'on allait se dégonfler. C'est le gouvernement qui a joué à ce jeu-là. Il va perdre. Quel est le sens de la grève aujourd'hui des conducteurs de camions qui ramassent les ordures? Personne n'est capable de le dire. Quel est le sens de ceux qui bloquent, je ne sais pas, par exemple, l'entrée de Rungis? Personne n'est capable de le dire. On espère, on va obtenir ce retrait parce que ce gouvernement qui se dit de gauche mais qui mène une politique plus à droite que la droite auparavant, la seule chose qu'il va obtenir par ces méthodes-là, c'est un 49-3 aux prochaines élections de la part de la population. Je me dis finalement, à force de faire ça, la population même, par exemple, qui se lève le matin, qui va travailler, nous tous, on a l'impression d'être en otage. Prenant le point de vue européen, c'est un peu étonnant qu'on s'inquiète, on s'angoisse en France sur un processus de réforme du marché du travail qui a été mené à peu près partout en Europe par des gouvernements aussi bien de gauche que de droite. C'est une loi qui va créer des emplois, ça n'est pas une loi anti-jeunes, d'ailleurs je crois que Laurent Berger l'a dit, c'est une loi qui va créer de l'emploi notamment pour les jeunes. John Palassin, alors vous qui avez conseillé Arnaud Montebourg, comment sortons de ce conflit? Parce que bon, on ne peut pas dire que ce ne soit pas la pagaille. Là, il est fait une présentation un peu particulière de la situation, c'est-à-dire des syndicats qui bloqueraient la situation sans raison, d'une façon incompréhensible. La difficulté, c'est que réformer, consiste pas à savoir qui a raison ou qui a tort, mais de manier l'art pour arriver à une solution et un compromis où tout le monde est gagnant. Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les ordures qui s'amoncellent, c'est une situation qu'il faut déplorer, que chacun doit déplorer, mais qui est l'aboutissement d'un processus. Alors sans doute qu'il faut rechercher toujours un compromis. Je crois que le gouvernement a fait un pas en disant vouloir discuter avec Philippe Martinez. Je crois que Philippe Martinez est prêt aussi à discuter. On sait que ce sont des choses qui se déverrouillent petit à petit. Je pense qu'il faut être patient, très pragmatique et désamorcer le plus de conflits pour arriver enfin à un compromis social et ne pas sombrer dans les caricatures. Philippe Chalmin, c'est vrai qu'aucune sortie de crise juste avant l'euro, c'est tout de même un échec pour le gouvernement. Écoutez, moi je suis totalement solidaire avec le combat des éboueurs. Je ne vois pas pourquoi les éboueurs n'obtiendraient pas ce que les cheminots ont obtenu. Le gouvernement est prêt à se déculotter à peu près sur tout. Entre nous, le sort des éboueurs et leur situation sociale est bien inférieure à celle des cheminots. Alors, pourquoi pas Mais ça n'a plus rien à voir avec la loi El Khomri, alors c'est donc. Mais on en est bien d'accord. Est-ce que vous croyez que les protestations des cheminots ont quelque chose à voir avec la loi El Khomri? Est-ce que les protestations d'Air France ont quelque chose à voir avec la loi El Khomri? Nous avons un gouvernement
je ne vais pas faire de veine politique, qui est totalement à bout de souffle, qui voit à la limite l'euro comme une manière, alors si jamais ils atteignaient les demi-finales, la finale, voir s'ils gagnaient, ils rêvent de se refaire un 98, etc. Donc ils voient ça comme une sorte de bouée de sauvetage, de manière à partir en vacances, l'esprit à peu près tranquille. Bouée de sauvetage, donc ils sont prêts à tout lâcher. Ils ont déjà tout lâché sur les conditions de travail de la SNCF. Ils n'ont pratiquement rien retenu de la proposition de réforme qui intervenait au même moment, proposée par Pépi. Bon, c'est vrai que la loi El Khomri... Pépi a dû retirer son projet. Bien sûr, la loi El Khomri, sous la pression du il n'y a plus grand-chose. Et de toute manière, c'était un pari raté. Ce n'est pas à 1 an d'une élection qu'un gouvernement qui est déjà extrêmement bas dans tous les sondages possibles et imaginables peut se lancer dans une vraie réforme de la loi du travail. Donc c'est un problème de timing, c'est ce que vous dites? Oui, et puis à la limite, au point où on en est, je crois qu'il vaudrait mieux la retirer, puisque de toute façon, elle sera une mauvaise loi, et que le prochain président, si tous les candidats que nous avons sous le marché tiennent leurs promesses, c'est-à-dire de légiférer par ordonnance sur les 3 premiers mois, il sera obligé de tout revoir et de tout remettre à plat. Natacha Valla, il faudrait retirer ce texte. Alors on a entendu Benoît Cœuré, qui est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui dit au contraire, ça va créer des emplois. Tous les Européens ont fait ce type de réforme. Moi, ce que je déplore, c'est justement cet amalgame qu'on fait entre la circonstance de court terme. Il y a imaginez dans les livres d'histoire, on renonce à une réforme sur le marché du travail à cause d'une compétition de football qui commence la semaine suivante. Donc ça, c'est quand même pas très sérieux, il faut se recentrer sur la substance de la loi. Et là, Benoît Cœuré a raison. On est sur une loi, on se concentre sur certains articles dans la loi. Article 2, c'est celui-ci qui donne du pouvoir à l'entreprise au détriment de la branche. Il y a d'autres dimensions de la loi et de la réforme en général, en particulier le côté sécurité contre la flexibilité, puisque malgré tout, on en revient toujours là. Et cette sécurité... Avec le compte personnel. Exactement, pour moi, c'est l'essentiel. C'est ce sur quoi auraient dû sauter les syndicats, les partenaires sociaux, les personnes concernées de façon générale, c'est qu'en face, on met un mécanisme qui libère la mobilité dans le marché du travail, qui permet sereinement d'aller faire... Je vis dans un monde idéal, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de parties prenantes, dont les partenaires sociaux d'ailleurs, qui font en sorte que c'est pas très facile du côté du compte personnel et du côté de l'apprentissage. Mais si on arrive à avancer sur ce chapitre-là, si on arrive à créer un environnement où c'est facile de passer d'un emploi à l'autre, d'une branche à l'autre, de se former pendant 1 an, 2 ans dans l'intervalle, on sera capable de respirer et d'avoir ce sentiment de confiance qui manque aujourd'hui. Et ce manque de confiance est exacerbé effectivement. Donc c'est une loi qui n'est pas si libérale que cela, c'est ce que vous dites, Natacha Valla. Il y a beaucoup de choses dans cette loi et il y a des choses en effet que beaucoup de gens appelaient de leur vœu. Le compte personnel d'activité, la protection sociale, la sécurité sociale professionnelle, ce sont des choses en effet qui figurent dans la loi. Et l'article 2, mais comprenons quand même que cet article 2 proposé en fin de quinquennat et qui consiste à renverser la hiérarchie des normes de toute notre histoire de droit du travail, c'est-à-dire que tout ce qu'on a toujours appris en droit, c'est-à-dire que le salarié est divisé et faible par rapport à un patronat qui est uni, et donc il faut lui permettre de s'unir, et que tout ce qui le protégera en bloc sera favorable à ce qui le protège au niveau de l'entreprise, que ça on le renverse aujourd'hui pour des circonstances économiques, parce que les entreprises devraient pouvoir s'ajuster à une plus petite échelle, et donc demandant à tout le monde de se dévaluer, sauf les catégories suffisamment puissantes et suffisamment syndiquées pour pouvoir se défendre. Tout ça, ça mériterait de la pédagogie, d'en discuter, de l'expliquer et de chercher des compromis. Et de montrer qu'il y a du donnant-donnant. Mais on ne retire pas le projet de loi, selon vous. Il faut trouver un compromis sur l'article 2. Il faut trouver une protection au niveau de la branche sur les accords d'entreprise. On peut pas, il n'est pas concevable de renverser la totalité de notre droit du travail avec des arguments qui consistent à dire c'est le sens de l'histoire, c'est la seule solution. La négociation sociale, c'est trouver un équilibre. Attendez, arrêtez de rêver. La négociation sociale en France, aujourd'hui, elle n'existe plus. Nous avons des syndicats largement minoritaires. Même aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez 8-10% de grévistes grand maximum. Les syndicats, que représentent-ils? Certes, le taux de syndicalisation baisse à peu près partout en Europe, mais en France, il est de l'ordre de 4 à 5%, et ils sont totalement éclatés. Monsieur, le paritarisme en France, il n'a jamais existé. Je vous entends défendre le gouvernement par ordonnance et la fin des syndicats. Écoutez, je ne défends pas la fin des syndicats, je la constate. On peut que déplorer la faible différent. Représentativité des syndicats, mais ils existent. Ce sont des syndicats, y compris la CGT, qui signent des centaines d'accords
en France. Ah non, la CGT ne signe pas d'accord. Bien sûr que la CGT signe des accords. Évidemment que la CGT signe des accords. Les CGT ne signent jamais un accord de branche. Non, elle les négocie, elle laisse les autres le signer. Mais elle signe, d'autres signent. La négociation sociale en France fonctionne. Les 35 heures, elle a fonctionné. Il faut faire confiance à ce dialogue social. En tout cas, on ne peut pas simplement dire les syndicats ne fonctionnent pas, gouvernons par ordonnance. Ça, mais non. Ce que je dis simplement, c'est que nous avons besoin, et c'était le sens de toute la réflexion de Badinter, de remettre à plat le droit du travail. Et ça va beaucoup plus loin que la loi El Khomri. Et là où nous sommes tous d'accord, c'est que 1 an avant les présidentielles, avec un exécutif qui n'a honnêtement plus la main, c'était suicidaire. Mais la France... Et que, à la limite, ils ont créé l'impasse dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Et ils vont être obligés de se déculotter. La France est-elle irréformable, du coup, Natacha Valla? Quand on voit justement ces partenaires européens qui, eux, font des réformes, l'Italie, par exemple. Ça dépend des circonstances, mais moi, il me semble que c'est l'effet signal qui va être délétère sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on a engagé un chantier très ambitieux, effectivement sur le modèle de choses qui ont été faites en Allemagne il y a 15 ans, avec des modalités différentes, avec des adaptations. Voilà. Ce qui a été fait en Italie il y a pas si longtemps que ça, avec une dynamique et un rythme quand même très très soutenu. Et on s'est mis sur la sellette, sur le même registre, dans une position qui finalement nous affaiblit et qui abonde dans le sens de ceux qui disent la France n'est pas réformable. Moi, je ne pense pas que la France ne soit pas réformable. La France a beaucoup d'atouts. On a quand même une économie qui fonctionne malgré tous les handicaps qu'on peut lui reprocher. Il faut maintenant avoir un peu plus de responsabilité. Je ne pense pas qu'on puisse penser en termes de responsabilité dans l'urgence d'une question de euros qui commence dans une semaine ou de prix d'urgence. Pardon, excusez-moi, oui, effectivement. L'urgence n'est pas bon conseil. Merci à tous les trois, c'est la fin de cette première partie. Le gouvernement, en tout cas, a affirmé qu'il était prêt à faire des réquisitions en cas de blocage. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de l'émission.